Alors, bonjour à tous, ici Léna, votre coach. Aujourd'hui, une nouvelle interview avec une invitée exceptionnelle, une invitée que je suis vraiment ravie de recevoir aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on va accueillir Rim Ridan. Bonjour Rim, comment tu vas? Bonjour, ça va très bien, merci. Ok, super. Alors, je suis très contente de t'accueillir, Rim, parce que, d'abord parce que tu m'inspires beaucoup dans ton parcours de vie. Donc déjà, c'est une première chose, c'est le plus important. C'est Et gentil. ensuite, tu es 5 fois championne de boxe française de France. Tu es Oui, également championne d'Europe et tu es 2 fois championne du monde en boxe française. ouais, c'est ça. Ok. Donc c'est déjà pas mal, c'est beaucoup de titres pour ton âge. Et donc, Rim, ce que je voulais voir un petit peu avec toi, c'est finalement ton parcours de vie, parce que c'est ça finalement qui est vraiment impactant, c'est que tu as eu quand même beaucoup de difficultés. Donc, est-ce que tu as envie de nous en parler un petit peu de ton parcours au niveau scolaire, au niveau familial, comment ça s'est passé pour toi au long de ta vie? Ouais, avec plaisir. Alors, ça n'a pas été toujours aussi facile qu'aujourd'hui, en effet. En fait, moi, j'ai commencé le karaté à l'âge de 6 ans. Donc, parallèlement, j'étais à l'école. Et je ne vivais que par le karaté. Je voulais vraiment être prof de PS depuis toute petite. Je savais que je voulais faire une carrière dans le sport. Je savais que de toute façon, c'était la filière que je voulais engager, tout simplement. Et jusqu'en sixième, c'était un rêve qui pour moi était clairement facile à réaliser. Et puis arrivé en sixième, j'ai rencontré du coup des enseignants, notamment un enseignant, un prof de maths, qui m'a toujours dit finalement que je réussirais jamais, tout simplement parce que pour pouvoir faire STAPS, donc la fac de sport, il fallait faire S. Et moi, j'ai toujours eu des difficultés en maths, donc il s'est attelé à me dire d'année en année que je réussirais pas, tout simplement. Et à partir de là, mon rêve a commencé à s'effondrer en fait, et tout ce qui touchait à mon rêve et tout ce qui était autour a commencé à s'effondrer petit à petit. Et en parallèle de ça, à l'école, je me suis jamais sentie vraiment à l'aise. J'ai toujours eu l'impression d'être différente en fait, tout simplement parce que moi, la seule chose qui m'intéressait, c'était justement le sport, le karaté, et je me rendais compte petit à petit que les camarades de classe s'intéressaient à d'autres choses. S'intéressaient notamment aux amis, aux sorties, à faire la fête, et moi tout ça, ça m'intéressait pas. Donc il y a un écart qui s'est créé et qui s'est creusé au fil du temps, qui a induit beaucoup de choses négatives et finalement qui sont transformées en positives aujourd'hui, mais beaucoup de choses négatives puisque beaucoup de harcèlement psychologique, verbal, donc une souffrance qui a commencé à s'accumuler et au point que je me suis renfermée sur moi-même et je me suis encore plus investie dans le sport jusqu'à ce que finalement en terminale, je me blesse et donc, j'ai pris un coup au visage, j'ai perdu connaissance, j'ai eu un trauma crânien. Et mon neurochirurgien m'a dit que je devais définitivement arrêter le sport. Donc, à ce moment-là, tout s'est écroulé autour de moi, puisque j'avais plus le sport et j'avais pas de vie sociale finalement, puisque j'étais pas intégrée à l'école. Et à partir de là, ça a été la descente aux enfers. Voilà. Et voilà. Ok, bah oui, mais c'est déjà beaucoup de choses, hein. Et du Ouais. coup, donc tu avais eu un traumatisme crânien et tes médecins, si j'avais bien compris, donc te disaient d'arrêter en fait les sports de combat. Hein, ils voulaient plus que tu en fasses. Tu risquais la paralysie, c'est bien ça? Ouais. Ils me l'ont dit clairement. Ils m'ont dit si tu continues, tu finiras dans un fauteuil. Ouais. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui fait justement que quand on entend ça, on continue quand même, enfin, tu te dis, je vais quand même continuer, je vais quand même commencer la boxe et aller faire la boxe à du haut niveau, alors que tu avais quand même des risques qui étaient quand même importants derrière. Qu'est-ce qui t'a poussé finalement à le faire malgré tout? En fait, quand on est animé par quelque chose et qu'on ne voit que par ça, on se dit que finalement, bah, on peut pas faire autrement, tout simplement. Et moi, c'était ça avec le sport. Quand on m'a dit ça, en parallèle, au niveau des études, ça allait pas du tout puisque j'ai arrêté l'école à ce moment-là. J'ai arrêté l'école parce que j'ai raté 3 fois mon bac. Et enfin 2 fois en fait, je l'ai eu la troisième fois. Et en parallèle, j'avais toujours cet écho de ce prof qui me disait mais t'y arriveras jamais, t'y arriveras jamais, t'y arriveras jamais. Et donc je me disais de toute façon, puisque j'ai plus l'école, puisque je n'ai plus le sport, bah autant tout arrêter. Donc j'ai arrêté l'école et je me suis retrouvée chez moi suite à
à cette blessure. Je pouvais plus sortir de chez moi, j'avais des migraines à répétition, j'étais dans le noir constamment. Et ça a été une période très, très compliquée. Jusqu'au jour où finalement j'ai pris conscience d'une chose, c'était que de toute façon, si je ressortais pas la tête de l'eau, eh bien ma vie s'arrêtait là, tout simplement. J'en étais vraiment arrivée à ce stade-là, c'est-à-dire que j'avais que du négatif autour de moi. Et là, j'ai commencé à faire des recherches, à me renseigner, etc. Et, euh, et finalement, eh ben, un jour, ça a été le déclic. C'est ce que je dis souvent en conférence, en fait. Ça a été le déclic parce que j'ai vu mes anciennes camarades de classe passer devant chez moi. Et là, je me suis rendu compte que finalement, je ne voulais pas être la personne que j'étais là tout de suite maintenant. Et donc, j'ai commencé à faire des recherches, etc. Et je me suis rendu compte qu'en STAPS, en effet, c'était plus facile de faire S, mais que peut-être qu'il était possible de faire autre chose. Donc, j'ai fait L. Et puis, j'ai eu mon bac et je suis rentrée en STAPS. Et arrivée en STAPS, il faut choisir une spécialité. Et moi, je ne voyais pas autre chose qu'un sport de combat, puisque de toute façon, je ne me voyais pas en badminton, je ne me voyais pas en natation, je ne me voyais pas en tennis de table. Et j'ai vu boxe française. Et donc, voilà, je me suis inscrite en boxe française. Ça a commencé comme ça s'est très bien passé. Bon, il y a eu des blessures à la suite de ça, mais ça s'est très bien passé. Et ça, c'est vraiment le déclic qui m'a permis de sortir la tête de l'eau et d'avancer. Ok. Donc du coup, c'était un peu ça finalement, où quelque part tu passes à côté de ta vie, quoi. Si tu faisais pas des sports de combat, un sport que tu aimais vraiment, tu passais un peu à côté de ta vie, quitte à tout perdre, autant aller jusqu'au bout. C'est un peu ça? De toute façon, ouais, c'est clairement ça en fait. Puisque de toute façon, même au quotidien, même aujourd'hui, je suis animée par le sport. J'aime ça, je vis sport, je mange sport. Aujourd'hui, je suis préparatrice mentale dans un club de foot, donc c'est toujours du sport. Et pour moi, c'est une passion. Ma deuxième passion, c'est les animaux, pour ceux qui veulent savoir. Mais du coup, Mais du coup, je ne peux pas vivre autrement qu'avec le sport. Sinon, je ne vis pas. Et comment Donc, ça t'est venu d'ailleurs le sport? Parce que est-ce que tes parents étaient sportifs? Est-ce que tu as vécu dans un environnement très jeune avec des sportifs autour de toi? alors, mes parents étaient sportifs, mais en réalité, si j'ai commencé le karaté à l'âge de 6 ans, c'est parce que mes grands frères en faisaient. Mes grands frères faisaient du karaté. Un jour, ils ont été à la visite médicale en début de saison. Et puis, j'étais avec eux et j'ai dit à ma mère, mais écoute, maman, moi aussi, je veux faire ça. J'avais 6 ans hein, quand même. Et je lui ai dit, mais moi aussi, je veux faire ça. Et elle m'a dit, mais tu vas pas faire un sport d'homme, parce que c'est quand même très connoté. Et je lui ai dit, bah si, si, je veux essayer. Et donc, elle m'a inscrite à cette visite médicale. Donc, j'ai passé la visite médicale, je me suis inscrite à l'école et puis, enfin, au club de karaté, j'ai commencé comme ça. Voilà. Ok, super. Et du coup, donc tu parlais des difficultés que tu as eues avec tes profs, Ouais. notamment ton prof de maths qui t'a beaucoup rabaissé, qui t'a beaucoup, quelque Oui. part, un peu coupé les ailes, si on peut dire ça comme ça. Qu'est-ce qui fait que toi, Rim, malgré ça, tu as décidé de t'en sortir? Qu'est-ce qui fait que quelque part, ça t'apporte finalement une énergie que tu as pu trouver? Alors, on va en discuter après, voir si justement c'est grâce à ça, hein, ou à cause de ça. Mais qu'est-ce qui fait que toi, tu t'en sors, que tu continues à étudier, que tu réussis et que finalement, tu as aujourd'hui une carrière qui te plaît, hein, qui te plaît vraiment? En tout cas, c'est ce qui paraît. Et que d'autres personnes, tu vois, vont vivre la même chose que toi, c'est-à-dire vont être aussi critiquées, parce que toi, tu avais aussi l'entourage au niveau scolaire, donc tes camarades, c'était pas non plus très glorieux avec eux. Et du coup, qu'est-ce qui fait que malgré tout, bah, tu te dépasses ça, tu te dis, bah non, moi, je vais faire quand même ce que j'ai envie de faire, et tu arrives à dépasser ça et à réussir, en fait. En réalité, donc en effet, comme tu le disais, pendant des années, je vivais comme tout le monde en fait finalement, en tout cas comme beaucoup de jeunes, et on a tous besoin du regard de l'autre pour exister quand on est adolescent. En tout cas, c'est important. C'est important d'avoir la reconnaissance extérieure, puisqu'en réalité, on existe à travers l'autre. Mhm. On n'existe pas. Et quand on est jeune, pour se construire, on a besoin de ça. On a envie, en fait. En réalité, on n'en a pas besoin, mais on pense qu'on en a besoin. Et moi, c'est ce qui se passait, en fait, au jour le jour. C'est que je pensais en avoir besoin. Je pensais avoir besoin des autres, besoin du regard de l'autre, du regard positif de l'autre. Et plus j'avançais et plus je me rendais compte que les gens me regardaient, ou en tout cas, je pensais, j'ai interprété le regard de l'autre comme étant un regard négatif. Voilà.
ce que en réalité, beaucoup de personnes qui sont mal dans leur peau, beaucoup de personnes qui se sentent mal ou qui sont malheureux, ressentent également, je pense. Et finalement, au fil du temps, quand on commence à se recentrer sur soi et à prendre conscience que dans la vie, le seul regard qui est important, c'est le sien. Et le seul regard qui est important et finalement, la seule personne qui est importante pour soi, c'est soi. Alors, on prend conscience des choses et on avance différemment. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour moi, en fait. À un moment donné, j'ai eu un déclic suite à beaucoup de choses, hein, suite aux rencontres propices peut-être, suite à des recherches, suite à des vidéos, suite à l'expérience tout simplement. J'ai pris conscience qu'en réalité, la seule personne qui est importante, c'est moi. Et le seul regard important, c'est le mien. Et aujourd'hui, je fais exactement ce que j'aime faire. Et c'est pour ça que je suis heureuse, parce que oui, en effet, je suis heureuse dans ce que je fais et tout ce que je fais, finalement, ça me plaît et j'aime ça et je n'irai jamais à l'encontre de ce que j'aime aujourd'hui. Quitte à faire des choix pas forcément évidents, parce qu'en réalité, les choix sont jamais faciles à faire hein, quand il y a des conséquences derrière à assumer. Mais en tout cas, j'irai jamais à l'encontre de ce que je veux réellement. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment ce qui me fait avancer. Quand j'étais jeune, je faisais vraiment les choses pour les autres. Aujourd'hui, je les fais pour moi. Voilà. Ok, et du coup, est-ce que c'est un peu finalement, entre guillemets, enfin même pas entre guillemets, mais est-ce que tu penses que tu aurais eu la même vie que tu as aujourd'hui? Cette réussite et ces titres de champion, de championne du monde quand même à 2 reprises, c'est pas tous les jours hein, qu'on rencontre une championne du monde. Est-ce que tu penses que tu aurais eu ces titres-là si effectivement tu avais, tu n'avais pas eu ce parcours-là, tu vois? Si tu avais eu, par exemple, je sais pas si ça existe vraiment, mais je pense qu'il y a quand même des parcours de vie, des enfants qui ont des vies plutôt tranquilles, tu vois? Ils n'ont pas beaucoup de challenges. Est-ce que tu penses que tu aurais eu cette vie-là et que tu serais autant dépassée si tu n'avais pas finalement eu ces challenges, ces difficultés-là dans l'enfance? Alors, clairement, non. Ce qui fait ma force de caractère aujourd'hui, ce qui fait que je relativise les choses, ce qui fait que j'avance parce que j'ai envie d'avancer pour moi, ce qui fait que je suis celle que je suis aujourd'hui, c'est parce que je suis passée par toutes ces difficultés quand j'étais jeune. C'est parce qu'on m'a tourné le dos, c'est parce que je me suis sentie inutile, c'est parce que je me suis sentie seule. Et c'est parce que je n'ai pas eu d'autre choix en fait finalement que de me relever qui a fait qu'aujourd'hui j'en suis là. Et si c'était à refaire, je referais exactement la même chose. Voilà, je serais insultée exactement de la même manière, je souffrirais exactement de la même manière et je prendrais exactement conscience de la même manière des choses pour en arriver là. Ouais, vraiment. Donc ça, c'est important ce que tu viens de dire, hein. C'est vraiment important. Donc vraiment, malgré que tu as beaucoup souffert à l'école, tu as beaucoup souffert aussi dans ta famille, on en parlera avec ton père, etc. Malgré tout, tu serais prête à vivre pendant des années ce que tu as vécu pour avoir la vie que tu as maintenant. Ouais, je changerais absolument rien. Ouais. Que ce soit les échecs, les réussites, que ce soit les moments de bonheur ou les moments de tristesse, je changerais absolument rien. Vraiment. Et c'est pas des mots, parce que souvent on entend ce genre de choses, des gens qui disent ah oui, moi je changerais rien dans ma vie. Je le pense sincèrement. Vraiment, c'est pour moi, il n'y a pas un moment de ma vie qui n'a pas été utile pour me permettre d'avancer, de rebondir. Et finalement, à chaque fois que j'ai repensé à des moments ou à des choses qui se sont passées, et sur le moment, je me disais mais pourquoi ça m'arrive à moi? J'ai rien demandé, c'est pas de ma faute. Je le subis finalement. En y repensant, ça m'a permis d'avancer et d'être celle que je suis aujourd'hui. Et chaque moment de ma vie que j'ai vécu m'a permis d'acquérir exactement l'expérience qu'il fallait pour en arriver là où j'en suis. Donc voilà. Ok, bah écoute, c'est top, hein, ça fait plaisir d'entendre ça. Et du coup, donc par rapport à ton parcours, donc avec tes parents, donc avec ta maman, ça se passait plutôt bien, et avec ton père, ça se passait comment en fait? Alors en fait, mon père est parti quand j'étais toute jeune. Le peu de fois où il m'a rappelé, où il me rappelait pendant mon adolescence, ou en tout cas le début de mon adolescence, c'était pour m'insulter. Donc ça a été très compliqué, j'en ai beaucoup souffert pour plusieurs raisons. La première, c'est que je comprenais pas pourquoi je subissais ça en fait, puisque je trouvais ça injuste. J'avais rien fait de particulier pour subir ce genre de choses. Un papa, c'est un papa, on n'en a qu'un et on veut son amour en fait. On veut pas sa colère. Et donc, dans un premier temps, j'étais dans l'incompréhension en fait. Je comprenais pas pourquoi ça m'arrivait. Et puis, au fur et à mesure, cette incompréhension s'est transformée en colère et j'en ai voulu au monde entier.
En plus, en parallèle, du coup, avec les camarades de classe, à l'école, etc., ça se passait pas bien. Donc, j'en voulais encore plus à la terre entière et j'étais constamment en colère. Ce qui se répercutait en fait dans ma famille, même si ma mère, comme je l'ai dit plusieurs fois dans des reportages, ma mère c'est mon héroïne parce que aujourd'hui j'en serais pas là où j'en suis sans elle, je le pense vraiment. Elle a été là même si elle était dure. Aujourd'hui je la remercie vraiment. Ça a été quand même très compliqué puisque quand on est adolescent, on se rebelle, on ne comprend pas pourquoi on n'a pas le droit de faire ce qu'on a envie de faire quand on a envie de le faire. Et donc dans la famille, ça a été aussi compliqué, même avec mes frères, parce qu'ils ne me comprenaient pas en fait. Moi, je ne les comprenais pas et je leur en voulais de pas comprendre ma colère et ma tristesse, et eux ne comprenaient pas mon comportement en fait. Donc voilà. Ouais. Ok. Et du coup, ben, justement, qu'est-ce qui fait que dans cette période-là, où finalement tout a l'air assez noir, tu vois, à l'école c'est compliqué, là, avec les profs c'est compliqué, avec tes camarades de classe c'est compliqué, c'est lourd, à la maison c'est pas facile non plus avec ton père. Donc finalement, t'as pas vraiment un refuge, tu vois, dans lequel tu peux te réfugier, tu as été un peu toujours dans une période de souffrance comme ça. Et du coup, qu'est-ce qui fait que... euh, parce que c'est une question qu'on me pose souvent et j'ai du mal à répondre en fait, tu vois. Dans ma vie personnelle, qu'est-ce qui fait que on s'accroche, tu t'accroches quand même et que tu te dis, ben, je vais quand même. Euh, Qu'est-ce qui se passe quoi, dans ta tête d'enfant, d'adolescente, de continuer quand même? Parce que toi, là où toi finalement tu continues, il y en a d'autres qui vont se suicider, tu vois. Il y en a qui vont lâcher complètement et il y en a beaucoup, on entend de plus en plus de suicides malheureusement, de jeunes qui sont vraiment désespérés quoi, parce qu'ils ont pas de repères non plus, parce qu'ils sont vraiment livrés à eux-mêmes et les jeunes sont très méchants entre eux en fait. Hein. Et c'est un Oui. petit peu le reflet de la société, c'est juste que quand tu es jeune, t'as pas cette éducation, entre guillemets, qui te permet de, voilà, de cette conscience aussi qui fait que tu es plus réservé, mais c'est exactement le reflet de ce qui se passe en société. Hein. Et du coup, mais c'est très vif et ça peut être vraiment très, très dur pour quelqu'un qui est plutôt sensible à la base. Donc, comment est-ce qu'on s'accroche? Comment est-ce qu'on fait pour, malgré tout, tenir et surtout voir la lumière dans l'avenir, en fait? Parce que quand tout est sombre comme ça autour de soi, on se dit, mais ça peut être toujours comme ça. Je sais pas si c'est comme ça que tu voyais les choses. Alors ouais, en fait, ça a été très loin puisque, comme je te l'ai dit tout à l'heure, arrivé en terminale, j'ai pensé au suicide. Ouais. J'y ai pensé et je pense comme tous les jeunes en réalité et toutes les personnes qui passent par des souffrances comme celle-ci, j'y ai pensé. Mais je pense que j'avais tellement envie de réaliser mon rêve mais vraiment c'est ça en fait, j'avais tellement dans la tête d'être prof, je me disais pour moi, mais c'est pas possible. Ma vie, si je vis aujourd'hui, quand j'étais adolescente, si je vis aujourd'hui, c'est pour réaliser ça. Et malgré toutes les difficultés, en fait, et malgré tous les murs qui sont comment dire, construits devant moi, en fait, j'avais toujours ça en tête et ce rêve en tête. Et aujourd'hui, si j'ai une chose à dire, en fait, à toutes ces personnes qui écoutent et qui souffrent, c'est le rêve que vous C'est avez, une question puisque que j'allais te poser justement. C'est une question que j'allais te poser, donc c'est très bien. ouais. Si vous avez un rêve, et on a tous un rêve, même si on dit que non, au fond de nous-mêmes, en fait, on aspire tous à réaliser quelque chose dans notre vie. Euh, eh bien, accrochez-vous à ça vraiment, et comprenez une chose, c'est que la seule personne qui peut faire en sorte de le réaliser, c'est vous. Et peu importe ce qu'on vous dit, peu importe ce qu'on vous laisse entendre, accrochez-vous à ça. Et c'est ce que je dis aux jeunes aujourd'hui quand je les reçois ou alors quand je discute avec, parce qu'il y en a beaucoup qui m'envoient des messages sur Instagram, etc., sur Facebook, tout ça. Et c'est ce que je leur dis vraiment, c'est voilà, quand j'étais jeune, ce qui m'a permis de tenir, c'est ce rêve de vouloir être prof de PS. Voilà. Après, euh, les fréquentations font beaucoup. J'ai aussi eu cette chance de rencontrer des gens au bon moment, notamment, alors, on ne prend pas toujours conscience de la chance qu'on a de rencontrer ces personnes-là à ce moment-là, mais les fréquentations, ça fait vraiment la différence. Donc, le deuxième conseil que j'aurais à donner, c'est faites attention à vos fréquentations et choisissez vraiment les gens que vous voulez dans votre vie. Et ça vous permettra d'avancer. N'ayez pas peur de mettre de côté les personnes qui finalement non pas utiles, mais plutôt positives pour vous. Voilà. Ouais. C'est vraiment ce qui m'a permis d'avancer en fait. Ouais, parce qu'il paraît qu'on est la somme des 5 personnes qui nous entourent, donc c'est vrai que c'est hyper important d'avoir l'entourage, quitte finalement à être seul, tu vois, parce que des fois, si t'as pas tes amis qui sont pas forcément d'une bonne influence pour toi,
es un peu seul pendant un temps, mais c'est pas grave en fait, parce que la solitude, c'est pas. Enfin, on n'est jamais vraiment seul, puisqu'on est avec soi-même déjà. Donc, Ouais. quitte à être seul, c'est un super conseil. Mais tu vois, Rim, toi, tu parles d'un rêve que les jeunes peuvent avoir, etc. Je pense qu'il y a des jeunes qui sont pas connectés à un rêve, tu vois, qui n'ont pas forcément conscience d'un rêve qu'ils ont. Euh, et du coup, enfin, quand une personne justement n'a pas de rêve et que tu sais, les parents ne sont pas là derrière pour essayer de voir quels sont ses talents, quelles sont ses forces et donc l'aider dans ce sens-là, qu'est-ce que tu pourrais dire? Comment cette personne-là peut s'accrocher finalement si elle n'a pas de rêve à ce moment-là en tout cas? Alors, quand je dis par exemple les fréquentations et l'entourage, c'est pas forcément un entourage physique. Ça peut être par exemple aller faire des recherches, aller regarder des vidéos, aller regarder. Moi, je sais que pendant longtemps aussi, ce qui m'a permis de m'accrocher, c'est bête, hein, ça peut paraître stupide, mais c'est les mangas. J'adore les mangas, d'ailleurs, là, il y en a un à la télé en fond. Et en fait, les mots et les phrases qui sont dites dans ces dessins animés sont très forts, en fait. Et pareil, je les utilise en conférence régulièrement. C'est très fort, c'est très impactant et ça nous touche vraiment. D'accord. Et quitte à être seul, parce qu'on n'est jamais vraiment seul, comme tu le dis, être seul avec soi-même en tout cas, et bien trouver quelque chose qui va vous inspirer vraiment, trouver quelque chose qui va faire que vous vous sentez bien avec vous-même, mais vous sentez bien. Ça peut être des livres, certains vont adorer certains bouquins, d'autres vont adorer, je sais pas moi, des films, des dessins animés, des séries, des choses, voilà. Et appuyez-vous là-dessus. Parce que malgré qu'on puisse dire que c'est important, l'environnement social, c'est important de sortir, etc., etc., pour moi, la chose la plus importante, c'est d'être heureux avec soi-même. Donc, peu importe finalement de sortir, peu importe finalement d'avoir telle relation ou telle relation, ce qui est important, c'est d'être bien avec soi-même. Et à partir du moment où on est bien avec soi-même, alors on peut construire une relation sociale avec d'autres personnes. Mais c'est la base. La base, c'est vraiment de se sentir bien avec soi-même. Et pour ça, il faut apprendre à se connaître. Généralement, on pense qu'on se connaît simplement parce qu'on a écouté les autres dire qu'on était comme ci et comme ça, qu'on était feignant, qu'on était lève tard, lève tôt, couche tard, couche tôt, qu'on était plutôt persévérant, qu'on était intelligent ou pas. En réalité, personne ne peut savoir qui vous êtes à votre place. Et si j'avais un message à faire passer à ces personnes-là qui sont seules, qui n'ont pas d'entourage, qui se sentent en tout cas inutiles, qui se sentent bah, ouais, au bord de la rupture, la première chose que vous devez faire, c'est de vous reconnecter avec vous-même et de comprendre réellement qui vous êtes. Parce qu'en réalité, on est tous profondément des gens bien. On est tous profondément euh, heureux avec soi-même en réalité. Et ça, si vous ne prenez pas conscience de ça, alors vous continuerez à aller mal. Mais le jour où vous prenez conscience que vous êtes bien avec vous-même et que la seule personne qui importe, c'est vous-même, alors vous avancerez. Vraiment. Et au final, vous n'en aurez plus rien à faire de ce que les gens disent finalement. Parce que vous savez qui vous êtes et vous ne devez plus de compte à personne en fait. Voilà. Ouais. Et ça, tu vois, Rim, j'ai l'impression que c'est très compliqué pour beaucoup de gens, en fait. Ouais. C'est-à-dire que, tu vois, le regard des gens, pour beaucoup de gens, est très compliqué à assumer. Et en fait, aussi, tu vois, plus tu réussis, enfin, en fait, plus tu es toi-même, en réalité, hein, que tu réussisses ou pas, plus tu vas déranger, en réalité. Parce que tu es toi-même, ça veut dire que tu ne sais pas forcément les codes de la société, pas parce que tu ne veux pas respecter les lois, hein, ça n'a rien à voir avec les lois, mais c'est qu'à un moment donné, tu vois, on nous impose plein de choses, mais on a aussi plein de choses qui sont, enfin, qu'on a en nous et qu'on a envie de vivre, tu vois. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de difficultés avec le regard des autres et ils ont l'impression, tu vois, que si ça va pas, par exemple, dans ce que, dans la norme des parents ou de la famille, ou que ce sont des mauvaises personnes parce que finalement, elles sortent du cadre, tu vois. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait dire par rapport à ces personnes-là? Parce que finalement, est-ce que c'est possible de réussir brillamment si on sort pas du cadre à un moment donné, entre toi et moi? De réussir brillamment si on ne sort pas du cadre, bah, on réussira brillamment dans le cadre, bien sûr. Oui, dans le C'est-à-dire qu'on réussira brillamment comme, je sais pas, il y a probablement des gens qui sont restés dans le cadre et qui ont réussi brillamment. Par contre, ce que je retiens de ce que tu as dit, c'est que si à partir du moment où, alors déjà, le cadre, c'est un cadre qui nous a été imposé et inculqué par la société. Donc en l'occurrence, un cadre, ça n'existe pas. C'est juste quelque chose qu'on nous a, qu'on a créé
pour nous permettre de rentrer dedans. Voilà, clairement, tu vois. Et en fait, ce qui fait la richesse des gens et la richesse de ce monde, c'est justement nos différences. Et justement, si on ne s'appuie pas sur ça et sur notre ce côté unique qu'on a chacun, eh bien, ça signifie qu'en fait, on est tous des clones. Moi, je pars du principe, voilà. Aujourd'hui, on a cette chance de pouvoir se renseigner. Ce qui fait la différence aujourd'hui, c'est les réseaux. Ce qui fait les réseaux sociaux, ce qui fait la différence aujourd'hui, c'est l'information qu'on peut obtenir finalement facilement. Chose qu'on n'avait pas. Moi, je sais que je suis arrivée au moment où Internet n'existait pas encore. Oui, je suis pas si vieille que ça, mais quand même. Internet n'existait pas et l'information n'était pas aussi facile à obtenir en fait. Et donc, par conséquent, l'information, on l'obtenait par les gens qui nous disaient ceci, cela, etc., etc. Donc, on rentrait dans ce moule, on rentrait dans ce cadre parce qu'on n'avait que cette information-là. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir se faire notre idée, de se construire soi-même grâce aux réseaux qui nous permettent d'obtenir diverses informations, diverses manières de penser, diverses manières de voir les choses et de voir la vie. Ça tient qu'à nous, en fait, finalement, de suivre ou non ce que les gens disent. Ça tient qu'à nous, finalement, de se dire, bah oui, je dois suivre ma famille, même si c'est difficile hein, de faire le choix de s'écarter de sa famille. Ce que je dis souvent en conférence, c'est ça. Ce que je dis souvent en conférence, c'est que parfois, dans la vie, pour moi, on peut comparer la vie, en fait, à la métaphore des stations radio. C'est rigolo, hein, mais par exemple, si ma famille, je sais que moi, à un moment donné, ma famille était en train d'écouter Énergie pendant très longtemps, moi, je l'ai écouté aussi, cette radio, en fait. J'ai écouté Énergie, du coup, on pouvait discuter entre nous et on était bien et tout allait bien, etc. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte que finalement, cette station radio, moi, elle me convenait plus. Donc, j'ai été écouter une autre radio. Sauf que j'étais toute seule à écouter de cette radio. Et donc, ma famille ne me comprenait pas. Donc, j'avais le choix, en fait. J'avais le choix soit de continuer à écouter cette radio et m'élever un petit peu, soit me remettre à écouter Énergie, mais finalement, ce n'était pas réellement ce qui me convenait. Alors oui, certes, c'est difficile de faire ce choix, de se dire, bah non, moi, je me cantonne à cette nouvelle radio parce qu'elle me convient vraiment et que ça me va vraiment et c'est moi, c'est réellement moi. Mais c'est aussi difficile en fait de se dire, bah non, finalement, je vais rester avec ma famille, mon environnement, mon entourage, même si je suis malheureuse et que ça ne me convient pas. Les choix dans la vie, c'est difficile à faire, c'est vrai, et croyez pas que les choix que j'ai faits étaient simples, étaient faciles. J'ai beaucoup souffert en les faisant parce Ça qu'on va demande vers du un... courage, non? Comment? Ces choix-là demandent du courage, non? C'est pas des choix qui demandent beaucoup de Ça courage. demande du courage, ça demande de dire la force de dire non, ça demande la force de dire la seule personne importante, c'est moi en fait. C'est pas de l'égoïsme, c'est juste J'allais dire. voilà, beaucoup de personnes vont croire que c'est de l'égoïsme. C'est pas de l'égoïsme, c'est pas parce qu'on pense à soi qu'on peut pas prendre en considération ce que disent les autres. En réalité, c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que quand j'ai fait ce choix de m'écouter moi, j'ai pris en considération ce que pensaient les autres et mon entourage et mon environnement, etc. Et je les ai écoutés. Mais je voulais également qu'ils comprennent que ce que ces gens pensaient, c'était pas réellement ma vision des choses et ma manière de voir la vie. Et certes, on doit s'adapter aux autres, mais les autres aussi doivent être en mesure de s'adapter à nous. Et quand on comprend ça, quand on se rend compte qu'on est aussi important que les autres et pas simplement inférieur à eux, parce que c'est ce qu'on croit en réalité quand on est malheureux, on croit qu'on est toujours inférieur à l'autre. Quand on prend conscience qu'on est égal finalement aux autres, alors on peut avancer et choisir sa station de radio. Voilà. Oui, c'est vraiment, c'est super intéressant, pardon. Je suis très captivée par ce que tu dis. Et en fait, donc tu as abordé un sujet que j'ai envie maintenant du coup de continuer, c'est par rapport à la famille. Euh, Tu as dit quelque chose qui est très important, vraiment. Tu as dit, voilà, si à un moment donné, enfin, tu n'as pas dit comme ça, mais en tout cas, ce que j'en retiens, c'est que si c'est compliqué avec la famille, à un moment donné, il faut pouvoir s'en écarter aussi, tu vois. Et ça, par exemple, tu vois, c'est très mal vu au niveau social, c'est très mal vu au niveau de la religion pour ceux qui ont voilà, des aspirations religieuses. C'est mal vu en général. Et pourtant, tu vois, je ne dirais pas qui, mais il y a des personnes qui ont le besoin à un moment donné de se séparer de la famille parce que malheureusement, tu as
enfin, les parents, c'est des êtres humains comme les autres, hein, donc ils ont des côtés positifs, ils ont des côtés négatifs, ils peuvent être très nocifs, mais ils peuvent être très bien. Mais il y a des parents qui sont vraiment nocifs, c'est-à-dire que tu es à leur contact, en fait, et ça va pas, quoi. Tu te rends compte qu'en fait, tu dépéris. Et du coup, c'est un choix qui demande énormément de courage, mais vraiment énormément de courage. Mais tu l'as très bien dit toi-même, c'est qu'à un moment donné, c'est pas de l'égoïsme, c'est juste que soit tu restes dans un cadre qui ne te convient pas et tu finis par mourir à petit feu, en fait, c'est ça. Tu deviens dépressif, tu n'as pas la vie que tu souhaites. Soit à un moment donné, tu sors du cadre, pas parce que tu les aimes pas, au contraire, mais parce que tu as besoin d'abord de te forger toi-même et d'arriver toi-même à être suffisamment bien pour pouvoir encore mieux aider les autres après, tu vois. Parce que quand tu es dans un environnement qui est un peu j'avais envie de dire pourri, hein. Je sais que c'est pas très, très gentil de dire ça, mais quand tu es dans un moment qui est un petit peu pourri, où c'est très difficile, si tu restes dedans, tu auras du mal après à avoir l'énergie nécessaire pour pouvoir justement entreprendre ce que tu veux entreprendre, aider les autres par la suite. Et ça, les gens ont vraiment du mal à le comprendre, tu vois. C'est pas un déshonneur par rapport à la famille, c'est pas un manque de respect par rapport à la famille, ça n'a rien à voir. Tu peux très bien aimer ta mère et ton père à distance, mais la proximité peut parfois être très compliquée, en fait. Mm. Et, et ça, j'ai envie que les gens l'entendent et comprennent qu'à un moment donné, il faut d'abord penser à soi, parce que si on ne pense pas à soi-même dans ces cas-là, tu finis par devenir finalement cet environnement-là et tu peux difficilement avancer, quoi. Mm. Tu es d'accord avec ça? Ça me fait penser en fait un petit peu à ce qui s'est passé dans ma vie. Ma mère, Dieu sait combien je l'aime. J'aime ma mère, j'aime ma famille, j'aime mes frères, je les adore. Et ma mère a toujours voulu que je sois médecin, depuis toute petite. Hein. Moi, je lui disais, je serai prof de PS, et elle m'a toujours dit, non, tu seras médecin. Et elle a tout mis en œuvre, ou en tout cas, elle a tout tenté de mettre en œuvre, la pauvre, pour que je sois médecin. C'est-à-dire que tous les choix, c'est en ça que je disais que ça n'a pas toujours été simple avec elle, parce que tous les choix que je faisais et tout ce que je mettais en place, en réalité, elle venait s'y confronter pour mon bien, parce que elle, socialement, le fait d'être médecin, ça apportait, pour elle, c'était la réussite en fait. Voilà, pour elle, être médecin, c'était la réussite. Et donc, par conséquent, je devais être médecin parce que c'était la réussite. Or, moi, ma réussite, euh, elle s'incarnait pas de cette manière-là. Pour moi, la réussite, c'était être prof de PS parce que c'était vraiment mon rêve. Et donc, à un moment donné, je suis rentrée en STAPS et je me suis mis à dos ma mère. C'est pour ça que je rebondis là-dessus et que je pense que ça peut être un très bon exemple. Je me suis mis à dos ma mère, ça a été très compliqué, on est rentré en conflit, etc. Moi, je suis partie du coup dans une autre ville. Elle suivait forcément, elle suivait parce qu'elle m'aime profondément et donc elle suivait mon parcours, mais elle était toujours présente à me dire oui, mais c'est bien, tu fais prof, tu fais STAPS, c'est bien, tu es dans le sport, mais en réalité, c'est pas vraiment une filière. La vraie filière, c'est médecine. C'est ça que tu aurais dû faire. Et donc, sans même s'en rendre compte, en fait, finalement, elle me rabaissait, mais c'était pas ce qu'elle voulait, hein, pas du tout. Au contraire, elle voulait m'élever, mais en disant ce genre de choses, en rabaissant la filière STAPS, en fait, elle me rabaissait. Et je me suis rendu compte petit à petit qu'en m'éloignant, en faisant ma vie de mon côté et en devenant prof de PS, oui, parce que je suis devenue prof de PS hein, quand même, malgré tout ça. Bravo, bravo. Je suis devenue prof de PS, etc. Et finalement, au fur et à mesure du parcours, donc en L1 jusqu'en master, elle s'est rendue compte de la difficulté à devenir enseignant. Elle s'est rendue compte finalement en discutant autour d'elle, elle a commencé à changer de cette station de radio en fait. Et en discutant autour d'elle, elle s'est rendue compte que les gens percevaient prof de PS comme étant quelque chose de difficile, comme étant quelque chose d'aussi, ou en tout cas, peut-être pas aussi, mais en tout cas comme quelque chose d'important socialement. Et là, elle a commencé à se rendre compte finalement que mon choix n'était pas forcément un mauvais choix. Et aujourd'hui, c'est en passant par STAPS, en étant prof de PS, que je suis devenue celle que je suis. Et quand j'en discute avec elle et quand elle en discute autour d'elle, elle est fière de moi en fait aujourd'hui. Et aujourd'hui, elle me dit, mais tu as eu raison. Tu as eu raison de faire STAPS, tu as eu raison d'être prof et tu as eu raison de faire tout ça. Tu as eu raison de continuer la boxe parce qu'elle voulait pas, hein, elle voulait que j'arrête. Tu as eu raison de faire du karaté. Bah oui, oui, tu as eu raison de faire du karaté. Et aujourd'hui, je me rends compte que finalement, tes choix étaient les bons. Et pourtant, à ce moment-là, au moment où j'ai fait ces décisions, au moment où j'ai pris ces décisions, au moment où j'ai fait ces choix, eh bien, elle était contre
et j'allais directement à l'encontre de ma famille, en fait. Et ça a été difficile à prendre comme décision. Mais aujourd'hui, encore une fois, si c'était à refaire, je referais exactement la même chose. Parce qu'elle est fière de moi, parce qu'aujourd'hui, je suis heureuse, en fait. Donc ouais, c'est difficile d'aller contre sa famille, mais parfois, c'est nécessaire, en fait. C'est nécessaire. Mm. Oui, c'est ça. Du coup, ça me fait oublier ma question que j'avais après. Euh, oui, donc oui, c'est ça. En fait, tu vois, par rapport aux parents, moi, ce que je pense, c'est profondément, c'est que, à moins de tomber sur des parents qui ont une pathologie particulière, mais en général, je pense que tous les parents aiment leurs enfants. Et Bien parfois, sûr. c'est pas toujours une bonne manière d'aimer, enfin, une manière appréciable d'aimer ses enfants. Mais je pense que derrière tout ça, il y a de toute façon l'amour, en fait. Et c'est ça qu'il faut arriver à voir, c'est que malgré, par exemple, que tes parents, ils veulent que tu sois un médecin, ils veulent que tu sois, je sais pas moi, que tu ouvres un magasin, que tu fasses ci, que tu fasses ça, c'est souvent déjà parce que eux-mêmes n'ont pas eu ça et que quelque part, ont son enfant, sa fille ou son fils, tu vois, ils veulent quelque part que sa fille, son fils vivent ce que lui n'a pas vécu, en fait, déjà. Donc ça, c'est important à comprendre. Et derrière ça, c'est toujours l'amour. C'est-à-dire que le parent, il est convaincu que c'est le meilleur pour toi, en fait. Et même si c'est maladroit, parce que c'est pas du tout ce que tu veux toi, c'est ton parent, il a vraiment l'impression que c'est le meilleur pour toi. Donc déjà, il faut quand même juste retenir que malgré tout, on est quand même aimé énormément, quoi. Et même si c'est mal aimé parfois, ou même si c'est voilà, maladroit, derrière ça, il y a vraiment l'amour. Et ça, je pense qu'il faut apprendre à le voir. Et c'est vrai que quand on est jeune, tu vois, quand tu es adolescent, quand tu es très jeune, tu ne te rends pas forcément compte de ça parce que tu te dis qu'est-ce qui me saoule avec leur truc en fait. Et tu te rends pas compte que c'est l'amour, tu vois, ils veulent le meilleur pour toi. Et je pense qu'un parent, il veut toujours le meilleur pour son enfant, tu vois. Même si des fois le meilleur paraît un peu bizarre, mais c'est toujours le meilleur derrière qui recherche pour toi. Donc voilà. Exactement. Mm. Eh Mais ben, écoute, c'est souvent ça, ouais. Les parents vivent par procuration leur vie souvent, soit ou en tout cas veulent vivre par procuration leur vie, ou alors ils sont très maladroits. Mais en réalité, il faut prendre conscience d'une chose, c'est que dans la vie, comme je disais tout à l'heure, on est tous différents. Et donc, par conséquent, euh, on vit avec des filtres constamment. C'est-à-dire que là, je suis en train de vous parler. Certains vont interpréter la vidéo d'une certaine manière, et puis d'autres personnes vont l'interpréter d'une autre manière. Et si ces personnes se rencontrent et discutent entre elles, peut-être qu'elles vont pas être d'accord sur un sujet, parce que quelqu'un va dire non, elle a dit ça, et une autre personne va dire mais non, elle n'a pas dit ça, elle a dit ça. Alors qu'en réalité, la base même, le discours même de base est le même, hein. Mais en fonction des filtres qu'on a, on interprète les choses différemment. C'est exactement ce qui se passe dans la famille, en fait. Peut-être que votre mère, votre père, votre frère, votre soeur ou même votre ami, même votre conjoint ou je ne sais pas, n'importe qui va vous dire quelque chose, vous allez l'interpréter différemment avec vos filtres. Alors en réalité, cette personne. je t'entends plus, Rim. Cette personne, Ah, c'est cette bon. personne, pardon, cette personne ne veut que votre amour, cette personne ne veut que votre bien. Et malgré ça, vos filtres vous font vivre la situation différemment, en fait. Et ça, il faut vraiment prendre ça en considération parce que, comme tu disais, les parents ne veulent que le bien de leurs enfants. Et c'est important à comprendre, je pense, oui. C'est ça. Et du coup, je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup, beaucoup de conflits sur Terre, hein, tu vois, ça peut aller jusqu'aux guerres malheureusement, parce que tout le monde, quelque part, a sa propre vérité. Donc, il y a des lois universelles qu'on ne peut pas ignorer, tu vois, la gravité. Si tu sautes du septième étage et que tu te dis, c'est juste une croyance, je vais pouvoir arriver indemne en bas, malheureusement, il y a des lois qui font ça ne pourra pas être possible, en fait. Mais il y a des lois et puis tu as des vérités, c'est-à-dire des vérités, des croyances dues à pas mal de choses. Du coup, je pense qu'il faut faire la distinction entre les deux parce que euh, chacun a sa vérité au final, tu vois. C'est Ouais, des croyances religieuses, chacun a sa vérité par rapport à ça. Et le problème, c'est pas quand tu as ta vérité, le problème, c'est quand tu veux imposer à l'autre ce qui lui ne le correspond pas, tu vois. Et ça, on voit ça partout, tout le temps et à tout niveau. Et du coup, ça va, t'as encore de la batterie? Parce que je vois que. ouais, j'arrive. Alors, je vais déplacer le téléphone, mais pas de panique. Voilà, Faut pas que j'écoute. ça coupe en plein milieu. Ouais, ouais, je suis toujours là. Du coup, j'écoute. Oui, voilà, donc je pense on a chacun notre vérité, en fait, chacun notre croyance, et le problème vient du fait qu'on veut imposer à l'autre. Et c'est difficile, hein, des fois, je pense qu'on a tendance à le faire nous-mêmes aussi, tu vois, à se dire, en fait, c'est bon pour moi, donc quelque part, c'est bon pour l'autre. Et je pense qu'on a tous à évoluer par rapport à ça. Exact.
À moins d'être à un niveau très très avancé au niveau spirituel, ce qui est possible, mais c'est pas la majorité. Et du coup, voilà, faut bien faire attention à ça. Je pense qu'il faut bien faire attention à ça. Ça va? Oui, 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 c'est que j'ai un petit imprévu, mais j'écoute toujours, je suis toujours là. Le temps de batterie, c'est ça? Oui, ça fait comme ça fait très authentique. Mais c'est très bien, comme ça on te verra sur ton vrai jour. Voilà, on me verra chez moi. Voilà, chez toi, on verra ton appartement. En plus, c'est un peu de soleil, donc ça c'est cool. Voilà, exactement, il fait beau, c'est très bien. Super. Voilà. Bah écoute, Hop, c'est bon. c'est bon? Oui, c'est bon, je me rassois. Hop. Ok, parfait. Voilà, parfait. Donc, oui, donc voilà, tu vois, je pense qu'il faut faire attention à soi, même déjà soi-même par rapport aux autres, à ne pas vouloir imposer toujours ses croyances, ses volontés, etc. C'est ce qu'on appelle le respect, en fait, hein, communément. C'est apprendre à respecter. Le vrai sens du respect, finalement, c'est ça. Et quand on arrive, je pense, à respecter vraiment l'autre, enfin soi-même déjà, puis l'autre, je pense qu'il y a moins de conflits, en fait. Il y a beaucoup moins de conflits parce que du coup, c'est difficile de rentrer en conflit avec quelqu'un si finalement tu comprends que voilà, il a ses valeurs, tu as les tiennes, et si vous n'avez pas forcément les mêmes valeurs, ben voilà, tu vois. Et c'est ce que les parents font avec nous aussi, et voilà. Et du coup, on va terminer cette interview, Rim, sur une note très positive. Donc, c'est déjà dit tout à l'heure, voilà, ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui n'a pas d'espoir. Alors maintenant, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil spécifique à quelqu'un qui soit jeune, peut-être moins jeune aussi, tu vois, peu importe l'âge, mais disons quelqu'un qui est déjà, qui est plus jeune, c'est un peu plus entre guillemets fragile à l'école, etc., qui souffre parce que il n'a pas de voilà, il a pas de repères, etc. Il a du mal à y croire, il a l'impression qu'il est bête, qu'il va pas y arriver. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire vraiment pour l'encourager à lui faire comprendre que sa vie sera pas toujours comme ça et qu'un jour sa vie sera comme il voudra en fait. J'ai envie de lui dire que malgré que parfois on ne comprend pas ce qui nous arrive, malgré que parfois on puisse trouver que la vie est injuste avec nous, malgré que parfois on puisse penser que tout notre monde est en train de s'écrouler et qu'en réalité on n'a pas cette possibilité de rebondir et qu'on va enfin que la seule manière de faire en fait et la seule manière de d'avancer finalement c'est d'arrêter et d'abandonner et d'arrêter de vivre tout simplement. Et bien qu'en réalité la vie nous permet toujours, en fait la vie nous donne toujours des réponses quand on les demande. La vie c'est quelque chose d'incroyable parce que si on choisit en réalité de s'attarder sur les bons moments, de s'attarder sur les petites choses qui nous permettent de nous rendre heureux, des trucs tout bêtes, hein. Ça peut être un sourire, ça peut être, euh, je sais pas, un moment à la radio qu'on entend quand on entend quelque chose et qui nous fait rire. Ça peut être tous ces petits moments Le de café joie. du matin. Voilà, par exemple. Le café du matin, la douche chaude, le fait de se dire purée, j'ai de la chance, on vit dans un pays où on est extrêmement riche en fait, tu vois. Tout ce Exactement. qu'on a, on peut sortir de chez nous sans être bombardé, on a de l'eau, on a de quoi manger tous les jours, tu sais, rien que ça, rien que quelqu'un qui vit déjà comme ça, tu vois, même si Ou n'est pas même des financier. choses toutes bêtes, vraiment comme encore plus simple que ça, aller voir un ami, aller boire un café, aller vraiment toutes ces petites choses qui nous permettent d'être positifs et qui nous permettent d'avoir un sourire. En réalité, s'attarder sur ça. Ça, c'est la première chose, c'est-à-dire se reconditionner à penser positivement, se reconditionner à se dire que finalement la vie est belle. Alors c'est pas évident à faire parce que c'est une reprogrammation en fait du cerveau quand on en est à l'adolescence et qu'on ne voit que du noir partout, qu'on est malheureux, qu'on souffre. C'est difficile de trouver du positif, mais en réalité du positif quand on regarde, il y en a partout. Du positif, on en a partout. Des moments de bonheur, si on choisit de les vivre, il y en a partout. C'est la première chose que j'aurais envie de dire. Et la deuxième chose, c'est ce que je dis souvent, en fait. C'est cette phrase que je distille un peu partout, dès que je le peux, c'est si tu peux le rêver, tu peux le faire. C'est-à-dire que si tu as un rêve, si tu as quelque chose qui t'anime, si tu as envie de faire quelque chose, alors accroche-toi à ça et vis pour ça. Et peu importe les embûches, les obstacles et tout ce qu'on peut te mettre, les bâtons dans les roues qu'on peut te mettre dans la vie au quotidien, accroche-toi à ton rêve, accroche-toi à ce qui t'anime et avance. Vraiment, et tu verras que les choix que tu feras dans la vie, à partir du moment où tu les feras en fonction de ça, à partir du moment où tu les feras
euh, pour réaliser ce rêve, pour réaliser cet objectif, alors tu y arriveras. Et de toute façon, si tu n'y arrives pas, c'est pas grave parce que la personne que tu deviendras grâce à ça, eh bien, personne ne pourra te l'enlever. Cette personne que tu es aujourd'hui, en fait, c'est réellement toi. Et finalement, tu pourras être fier de la personne que tu es devenue. Donc, quoi qu'il arrive, vis, quoi. Oui, Vis, sois heureux et voilà. et du coup, c'est ça. Et c'est pas toujours facile au début, dans le sens où même quand tu rêves de quelque chose, il faut bien aussi que les gens prennent conscience que c'est beaucoup de travail hein, pour arriver à être très bon dans un Bien domaine. sûr. Tu as beaucoup travaillé, tu t'entraînes combien 4 heures par jour, j'avais entendu? Oui, c'est ça, j'entraîne 4 heures par jour, ouais. Voilà. 4 heures par jour pour avoir des titres impressionnants. Mais je veux dire, derrière ça, ce que les gens voient pas toujours, c'est ce qu'il y a derrière, en fait, tu vois. On voit toujours la petite partie de l'iceberg où la personne, voilà, a réussi, mais on voit pas et on n'a pas forcément envie de voir que la personne, elle a, pendant des années, elle s'est entraînée 4 heures, 5 heures par jour, tous les jours, tous les jours, tous les jours, ce qui est extrêmement intense. Et donc, tu vois, même quand tu commences quelque chose, même si c'est pas forcément bon, tu vois, ça peut être conférencier, ça peut être peu importe ce que tu veux faire, tu vois, comme rêve, ben ça s'apprend en fait. Et tout s'apprend, il y a des bases, il y a voilà, tu apprends petit à petit et tu t'améliores à chaque fois. Pas que les gens pensent que ça vient comme ça en 5 secondes et tu as un rêve et boum, demain, tu es devenu l'acteur, le plus grand acteur au monde. Enfin, je veux dire, derrière ça, ces gens-là aussi travaillent énormément, tu vois. Et il faut penser aussi, il faut se rendre compte d'une chose à laquelle on ne pense pas en fait quand on est embourbé dans notre malheur, c'est que on n'est pas seul. En réalité, on est énormément à vivre la même chose. Aujourd'hui, quand je discute avec les gens, quand les gens viennent me voir, comme toi par exemple, quand tu es venu me voir pour cette vidéo, ce que tu m'as dit, c'est il y a énormément de personnes qui souffrent aujourd'hui, il y a énormément de jeunes qui sont en souffrance, mais quand on est victime de ça et quand on subit ça, on oublie un petit peu qu'on n'est pas le seul. Et que si une personne a réussi à s'en sortir, alors pourquoi pas nous? C'est pas, il faut vraiment prendre conscience de ça, qu'on est ensemble, qu'on vit tous la même chose, on vit tous les mêmes difficultés. Alors oui, à intensité différente finalement, mais c'est pas parce qu'une personne souffre par l'absence de son père et qu'une autre personne souffre par une maladie que la souffrance n'est pas la même en fait. La souffrance est exactement la même. Et donc, la vie, c'est ça aussi. Ce qui nous permet d'avancer, ce qui nous permet de nous forger et d'être la personne que l'on est aujourd'hui, c'est ça, c'est cette souffrance. C'est ce que je dis souvent dans la boxe, que je fais le parallèle, c'est que ce qui m'a permis d'avancer dans la boxe, c'est pas mes victoires, non, pas du tout, c'est mes échecs. Par exemple, quand j'ai commencé à faire du combat, eh bien, ce dont je me suis souvenue et ce qui m'a permis de me dépasser, de me surpasser, ça a été ma défaite. Ma défaite en finale des championnats de France. Parce que quand on échoue, on a deux solutions. Soit on arrête et on abandonne, soit on se dit, OK, pourquoi j'ai abandonné? Pourquoi j'ai échoué, pardon. Pourquoi j'ai échoué? Qu'est-ce qui pourrait potentiellement faire en sorte que je réussisse? Et quand on commence à penser de cette manière-là, alors on rebondit, alors on avance. Et ça, c'est très important de prendre conscience de ça. C'est-à-dire que ce qui permet d'être celui qu'on est, ce qui nous permet d'avancer dans la vie, c'est pas nos réussites, c'est nos échecs. Nos réussites, elles nous permettent de vivre pleinement notre truc, d'être heureux, voilà, d'aller boire un verre, d'être content. Mais en fait, le bonheur, c'est éphémère. Et le bonheur, ça s'acquiert tous les jours un peu plus, en fait. Ça se préserve, voilà, je trouve pas le mot, mais comment dire? Cultive, ça se cultive. Cultive. C'était le mot que je cherchais, merci. Ça se cultive, en fait. Il faut pas croire que être heureux, il y en a qui le sont et d'autres qui le sont pas. Non, c'est pas vrai. Le bonheur, ça se cultive. Et ça se cultive comme ça, en étant conscient de vivre au moment présent, jour après jour, et de faire les choix, pas les efforts, mais les choix pour être heureux, en fait. Et ça dépend que de nous, ça dépend de personne d'autre. C'est ça. Voilà. Ça, et c'est un peu la base de la confiance en soi, en fait. Hein. Tu deviens plus confiant justement en te dépassant et en ayant une vision sur tes dépassements, tu vois. Parce que je ne suis pas sûre que la confiance en soi, le manque de confiance en soi existe réellement. C'est juste une perception de toi où tu ne dois pas réussir. Enfin, tu vois, dans des petites choses parfois, tu vois plutôt des échecs en fait, où tu as peur d'échouer. Mais en réalité, si tu es vraiment centré sur, encore une fois, sur la perception de ce que tu réussis, parce qu'on réussit tous plein de choses. Hein. Je veux dire, si on a envie aujourd'hui, on a tous réussi plein de choses, tu vois. Déjà, le fait de marcher, tu vois, on a essayé pendant peut-être plus de 2000 fois pour apprendre à marcher. Ben déjà, ça, on l'a réussi et crescendo avec l'écriture, le fait d'écrire, le fait de parler, etc., etc. Donc, tout le monde se dépasse, en fait, d'une manière ou d'une autre. Sauf que tout le monde n'est pas conscient de ça, tu vois. Et voilà, une fois que tu as ton regard qui est porté là-dessus, ben, tu as de plus en plus confiance en toi parce que tu es, voilà, t'es amené à avoir tes réussites.
aussi petite soit-elle, c'est pas important. Et du coup, tu deviens un être confiant. Et on est aussi confiant quelque part quand finalement on se dépasse et que on s'est challengé un petit peu, quoi. Parce que quand c'est trop confortable, tu grandis pas vraiment, en fait. Tu grandis quand c'est un peu difficile et que tu es fier de toi, tu vois. Parce que la peur, tout le monde la connaît, hein. Rim, je suis sûre que toi aussi, tu as peur quand même régulièrement de plein de choses. Donc, Oui, voilà. c'est pas parce qu'on a peur que on ne peut pas avoir confiance, hein. C'est deux choses totalement différentes. On peut très bien avoir peur et pour autant savoir qu'on va réussir. Par exemple, si je prends encore l'exemple de quand je suis sur le ring, parfois ça m'arrive d'avoir peur ou en tout cas d'appréhender quelque chose, de me dire que potentiellement la personne qui est en face de moi est forte et que potentiellement ça risque d'être compliqué. Mais c'est pas pour ça que j'ai pas confiance en moi et en mes capacités et j'ai conscience de ce que je sais faire et j'ai conscience de qui je suis en fait. Et t'as pas Et peur de mais recevoir des coups comme ça, t'as pas peur d'être KO quand t'es sur le ring? ah bah non, on n'y pense pas trop en fait. Une fois qu'on monte sur le ring, on n'y pense pas trop. Et puis le plus dur, c'est l'entraînement. C'est pas quand on est sur le ring. Si on s'est donné les moyens à l'entraînement, si on a fait les efforts nécessaires à l'entraînement, alors généralement sur le ring, ça se passe bien. Ouais. D'accord. Donc, c'est pas la plus grande peur d'une boxeuse, c'est pas d'avoir des coups, quoi, Non, au final. non, non. Non, mais voilà, mais écoute, je pense qu'on va terminer sur cette note-là. C'est une super interview. Je suis très contente de l'avoir faite. Et Bah, moi aussi. c'est super. Et je pense qu'elle va toucher le cœur des gens. Et c'était le but, en tout cas. Donc, voilà. Donc, dernière chose, bah, du coup, qu'on peut partager vraiment, c'est le fait de le faire, même si on a peur, quoi. Parce que, tu sais, j'entends beaucoup de gens qui me disent, tu sais, j'ai pas assez confiance en moi. Et toi aussi, hein, parce que tu en parlais dans les vidéos. Des gens qui te disent, j'ai peur, donc je le fais pas. Mais quelque part, tout le monde a peur, tu vois. Quand tu vas en conférence, quand tu fais des conférences, toi, tu fais déjà des conférences, tu as parfois un peu de stress avant de commencer parce que tu sais pas forcément les gens avec qui tu es. C'est humain, tu vois. Moi, avant de faire cette interview, j'ai eu un petit peu de stress, en fait. Je sais pas si tu l'as entendu quand je t'ai appelé juste avant. Un Non, petit je me peu de stress. sens, mais, oui. Mais un stress qui n'est pas négatif, qui est juste, voilà, je vais faire quelque chose qui est important pour moi, c'est chouette, et du coup, bah, tu as ton cœur qui palpite un peu, tu vois, mais c'est pas grave. Le problème, c'est pas la peur, c'est le fait de se dire, bah, j'ai peur, je le fais pas, tu vois. Là, ça devient un problème parce que du coup, bah, tu passes à côté de ta vie, en fait. Donc, même si on a peur, bah, on fait les choses, il n'y a rien de grave, hein, je veux dire, il y a des peurs qui sont légitimes, mais il y a d'autres peurs, et la plupart des peurs, hein, apparemment 98%, 98 en français de Belgique, du temps, c'est des peurs qui sont illusoires, quoi, Ouais. qui sont pas, il n'y a pas de risque de mort en fait derrière ou quoi que ce soit. Donc, on peut y aller quoi. Ouais, exactement. Et puis, ouais, non, mais vraiment. Et ouais, je pars vraiment du principe qu'à partir du moment où on a osé agir, osé faire quelque chose, c'est pareil, c'est souvent mes conférences, j'ai des articles aussi, enfin, j'ai écrit un article là-dessus. Oser faire quelque chose, oser agir, même si finalement ça ne se passe pas exactement comme on l'avait voulu ou comme on l'avait perçu, en réalité, on apprend énormément de choses. Et c'est pas parce qu'on a échoué sur un point que finalement ça nous a pas apporté autre chose. Et quand c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est que oser en fait nous permet de grandir, oser nous permet d'avancer, oser nous permet de nous construire. Donc quand on part de ce principe-là, on ne fait plus en vue de la réussite d'un objectif, mais on fait en vue de réussir, de se construire en fait. Et dans ce cas-là, bah, on fait parce qu'on a envie de se construire. Même si on stresse un peu, même si on a un petit peu peur, etc. À partir du moment où on va oser, on sait qu'on va se construire. Donc par conséquent, bah, on a envie d'oser, quoi. C'est Et du génial. coup, bah, c'est le thème de ma conférence le 12 décembre, ma première conférence à Bruxelles, qui sera Oser la reconversion. Donc, c'est justement Bah, sur voilà. le thème Oser que je vais Voilà. Yeah. conférence. Donc voilà. Ok, bah, écoute, merci infiniment, Rim, pour cette interview. Non, merci à Qu'est-ce que tu souhaitais en fait pour le futur dans ta carrière? Qu'est-ce que tu souhaites encore acquérir comme titre, comme niveau sportif? Alors, je sais pas aujourd'hui. Moi, je vis beaucoup dans le moment présent. Aujourd'hui, j'en suis là, j'en profite. Je fais des conférences, je fais du sport, je fais ce que j'aime. En fait, juste me souhaiter de continuer à faire ce que j'aime. Voilà, tout simplement. Ouais. Bah, écoute, on te le souhaite à 100%, Rim. Et du coup, si les gens veulent te suivre, ils te suivent sur ta chaîne YouTube Rim Ridan, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ou alors sur mon Instagram, je suis très active sur Instagram. Donc, c'est pareil, c'est Rimridan. Ok, parfait. Et pour vous qui me suivez, bah, vous savez toujours me suivre hein, sur Elena Carrier sur Facebook et sur YouTube, hein, sur ma page et sur mon compte YouTube. Donc, je vous embrasse. Merci beaucoup, Rim, pour cette interview. C'était un vrai plaisir et Merci. à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Salut, salut!